Plateau hybridation avec vous, donc Frédéric Lordon, économiste, directeur de recherche au CNRS, collaborateur régulier au Monde diplomatique, dramaturge, puisque vous avez notamment publié D'un retournement l'autre, une comédie sérieuse sur la crise financière en 4 actes et en alexandrin. On avait déjà parlé de cela ici. Puis bien sûr aussi des essais, notamment Capitalisme, désir et servitude, Marx et Spinoza en 2010. Et en cette rentrée, on retrouve Spinoza, cette fois-ci aux côtés de Pierre Bourdieu dans votre dernier essai, La société des affects pour un structuralisme des passions. Vous y militez pour un décloisonnement, je dis ça très vite parce qu'on va revenir sur le cadre, pour un décloisonnement entre les sciences sociales et la philosophie avant de confronter les acquis des sciences sociales à la théorie des affects de Spinoza, une méthode qui vous permet de comprendre l'évolution du capitalisme. D'abord, un mot sur Spinoza qui vous accompagne depuis longtemps. Une publication, par exemple, en 2006, c'était L'intérêt souverain, essai d'anthropologie économique spinoziste. Par quelle lecture vous rencontrez Spinoza ? Comme toujours, ces grandes rencontres sont fortuites. Il se trouve qu'à la fin des années 90, je m'intéressais à un épisode haut en couleur du capitalisme financiarisé, qui a priori n'avait aucun arrière-plan philosophique. C'était le combat d'OPA et de contre-OPA hostile que se livraient 3 grandes banques, la Société Générale, BNP et Paribas. Et je réfléchissais à la meilleure manière de cerner exactement quelles étaient les forces motrices qui étaient à l'œuvre et qui emportaient les comportements de tous ces agents qui se livraient vraiment une guerre féroce. Le réflexe professionnel de l'économiste, et éventuellement du sociologue weberien, ça serait de dire c'est la maximisation du profit qui est la ligne directrice de tous ces gens. Et en fait, il m'apparaissait que non. Ça ne veut pas dire que les capitalistes renoncent à maximiser le profit, mais ça veut dire qu'en l'occurrence, dans ces épisodes de haute tension, et là il l'était celui-ci, les forces qui sont à l'œuvre sont d'une autre nature. Et il m'apparaissait qu'elles avaient à voir avec des choses comme accroître les limites de l'empire, s'étendre, ou bien au contraire se maintenir dans la souveraineté, résister à l'écrasement et à l'absorption, etc., etc., et que c'était donc fondamentalement des logiques de puissance. Et à ce moment-là, il m'est revenu une lecture ancienne que j'avais faite 10 années auparavant, où il était question du conatus de Spinoza, et je me suis dit si j'allais y retourner. Et j'y suis allé, et replongeant alors, ou plus exactement plongeant pour la première fois dans la philosophie de Spinoza, tout m'a parlé. Et j'y ai trouvé le moyen de résoudre presque tous les problèmes théoriques que je me posais à l'époque. C'est-à-dire comment formuler une théorie de l'action et des institutions qui soit adéquate en particulier à soutenir une économie politique institutionnaliste du capitalisme et de ses transformations. Votre essai est un recueil d'articles universitaires, d'exposés de colloques écrits entre 2007 et 2013. Peut-être avant d'aller plus loin, peut-être pourriez-vous préciser en quelques mots ce qu'est la théorie des affects. Ce serait une bonne base pour commencer. Oui, la philosophie de Spinoza est essentiellement rassemblée sous son maître ouvrage qui s'appelle l'éthique. L'éthique, c'est un terme difficile à manier par les temps qui courent puisque nous avons une conception de l'éthique. Vous savez, c'est le truc qui va permettre de rendre la finance humaine et le capitalisme avec. L'éthique de Spinoza, évidemment, n'a rien à voir avec cet usage du mot. Éthique, comme Deleuze l'avait fortement souligné, s'oppose à morale au sens où, si la morale est en quelque sorte une pratique de l'observance, l'éthique est une théorie de la puissance. Et c'est ça ce que Spinoza a en tête, une théorie de la puissance qu'il va dériver d'une ontologie extrêmement abstraite et quelque peu chamarrée d'ailleurs, qui commence avec la cause de soi, Dieu, la substance, etc., pour en arriver à une théorie de ce qu'il appelle le mode fini humain. Les modes finis, c'est les choses, si vous voulez, c'est les choses du monde. Alors parmi les choses du monde, il y a l'homme, dont Spinoza insiste sur le fait qu'il n'est pas un empire dans un empire. Ça, c'est très important. Et cette théorie du mode fini humain va déboucher sur, ou se formuler en une théorie du désir comme essence de l'homme, et de l'homme comme être fondamentalement affectable et affecté. Donc il y a toute une théorie des passions individuelles et collectives qui est portée dans l'éthique et qui débouche sur les conclusions de sa 5e partie, mais aussi dans la philosophie politique de Spinoza, notamment dans le traité politique. Claire Maillot. Vous dites à propos de la philosophie de Spinoza qu'elle contient une charge scandaleuse. À quoi tient-elle ? À plein de choses. Il y a plein d'énoncés de la philosophie de Spinoza qui révulsent à la première lecture. J'en prends un qui est peut-être celui d'apparence la plus scandaleuse. Spinoza dit dans la 2e partie de l'éthique, par réalité et par perfection, j'entends la même chose. Par réalité et par perfection, j'entends la même chose. Or, nous regardons le monde réel et il nous semble notoirement imparfait. Ça, c'est une trivialité. Mais c'est évidemment pas ça que veut dire Spinoza. Il ne veut pas dire que le monde va bien. Il a en tête
une posture philosophique qui est très particulière, qui est la posture de l'immanence. Spinoza, c'est la philosophie de l'immanence intégrale. Alors la philosophie de l'immanence intégrale, c'est qu'il n'y a rien au-dessus de nous. En quelque sorte, il y a le monde et rien d'autre. Pas la peine de chercher des arrière-mondes ou des ciels d'idées, de valeurs, etc. Il n'y a que le monde, et c'est tout. Et dans le monde, tout est parfaitement déterminé à advenir, et c'est en ce sens-là qu'il faut comprendre que par réalité et par perfection, il faut entendre la même chose, et non pas au sens du meilleur des mondes ou d'une cité idéale réalisée. Laurent Sexic, vous êtes spinoziste ? Non, mais je suis fasciné par le discours de Frédéric Lordon et je comprends, depuis la différence entre romancier et un philosophe ou un sociologue, c'est que moi j'ai l'impression en l'écoutant de ne rien savoir et de chercher et d'avoir besoin justement de l'écrit pour essayer d'approcher ces vérités et ces évidences aussi qui sont dites, de ne jamais les toucher du doigt et d'être finalement dans une errance permanente et d'avoir besoin d'inventer des histoires, de reprendre ces histoires pour tenter de comprendre le monde, parce que je ne le saisis pas comme lui et je suis un peu envieux en même temps, mais voilà, j'ai besoin du roman et de l'écrit pour parvenir à cette quête de vérité. Et pour autant, Frédéric Lordon, vous vous êtes essayé, même avec une certaine réussite, du côté du théâtre. Vous n'aviez pas pensé plutôt le roman quand vous avez bifurqué ? C'était trop intimidant. Je veux dire, cette pièce, ça restera un apax. Je ne pense pas que j'y reviendrai. Ça m'a saisi, c'était plus fort que moi. Je l'ai fait, c'est passé, c'est derrière. De telle sorte que je revendiquerai difficilement même l'étiquette de dramaturge. Cette fascination dont vous parlez, elle s'est aussi exercée sur deux intellectuels que vous convoquez dans l'ouvrage, à savoir Marx, qui, je crois, recopiait des passages. Je crois que c'est le traité de la réforme de l'entendement. Le traité théologico-politique. Tout à fait. Et d'un autre côté, vous trouvez des incointances entre Bourdieu et donc Spinoza. Comment vous expliquez que ces deux auteurs, tous deux passionnés par ces travaux, n'aient pas poussé plus loin ces croisements que vous appelez de vos voeux dans l'ouvrage ? Écoutez, ça c'est vraiment la grande question du rapport des sciences sociales et de la philosophie, cette affaire. Bourdieu, qui était philosophe de formation et qui avait une culture philosophique de l'ampleur que l'on sait, était un grand lecteur de Spinoza, pas seulement de Spinoza. Je pense que Bourdieu avait pour souci de ne pas s'en remettre à un auteur seulement. Et quand à la fin de sa vie, il rédige les méditations pascaliennes, et que donc, d'une certaine manière, il semble s'affilier, ma conjecture serait qu'il ne s'est pas nécessairement affilié à celui qui avait le plus influencé sa pensée. Mais ça, c'est une conjecture qui m'est propre, donc je ne la creuserai pas davantage. Non, Bourdieu est sans doute le sociologue qui a mis le plus de philosophie dans sa sociologie, mais qui l'a mise sur le mode du filigrane. Et pour une raison extrêmement simple, c'est que les sciences sociales en général, la sociologie en particulier, ont par un geste inaugural, constitutivement rompu avec la philosophie, et se sont efforcés de ne jamais y revenir. La métaphysique, ce n'était pas leur affaire. Leur affaire, c'était les positivités du monde social. Donc l'homme conçu non plus comme un problème ontologique, mais comme une sorte particulière de positivité, à étudier avec les moyens spécifiques de la science sociale. De telle sorte que refaire de la philosophie en sciences sociales ou réintroduire des concepts philosophiques en sciences sociales est vécu la plupart du temps comme une espèce de solécisme théorique abominable ou comme une rechute spéculative tout à fait coupable. Et Bourdieu lui-même, je pense, s'imposait cette ascèse de la philosophie, mais discrète, la philosophie souterraine. Et c'est comme ça qu'il faut la lire dans son œuvre, mais sans jamais vouloir céder complètement à la tentation, peut-être qu'il n'éprouvait pas d'ailleurs, de réaliser cette hybridation pour de bon entre concepts philosophiques et problèmes de sciences sociales. C'est assez intéressant parce que ça fait penser à la dramaturgie, même si vous n'êtes pas dramaturge, la dramaturgie que vous avez eue dans ce texte. À un moment donné, d'ailleurs, vous parlez de la dramatisation en citant Deleuze, et chez vous, il y a une dramaturgie dans le texte, dans l'essai, c'est que vous avez vraiment retardé l'arrivée de Spinoza dans le texte en commençant par une défense et illustration de votre méthode. Donc vous commencez par une charge contre l'isolement des sciences sociales et vous militez au contraire pour un croisement entre les disciplines. Si vous la défendez si fortement, cette méthode, c'est qu'il y a des résistances. D'où viennent-elles véritablement ces résistances, Frédéric Lordon ? Comme toujours, des deux camps opposés, mais je dois le dire, les choses bougeant,
plus d'un camp que de l'autre, et en particulier, malheureusement, enfin je le déplore, plus du côté des sciences sociales que du côté de la philosophie. Je pense que les lignes sont en train de bouger et que nous vivons une conjoncture intellectuelle qui est spécialement intéressante, précisément parce que cette interface ou cette frontière de la philosophie et des sciences sociales, qui a été si longtemps désertée pour les raisons que je disais, est en train de se repeupler. Et il faut bien reconnaître que le mouvement est asymétrique. Il est plus le fait des philosophes qui, se sentant armés avec des concepts puissants, sont décidés à en vérifier la productivité sur les objets du monde social historique, et particulièrement en une période qui elle aussi est haute en couleur, qui est la crise du capitalisme mondialisé. Et comme toujours dans les épisodes de grandes crises historiques, si vous voulez, les spécialisations disciplinaires qui sont plutôt adéquates au petit temps, au temps ordinaire, etc., sont bousculées par la force de l'événement historique qui impose de penser différemment et qui, à mon avis, impose de consentir à un mouvement de dédivision du travail. Et c'est la raison pour laquelle je plaide que philosophes et social scientists, il n'y a pas de mot pour chercher en sciences sociales, se parlent à nouveau. Alors vous faisiez référence au contexte de crise, justement. On s'est interrogé sur la victoire du libéralisme. Claire Maillot. Oui, alors vous dites vous n'êtes pas véritablement entendu dans votre communauté d'origine, mais peut-être que vous l'êtes par les néolibéraux, puisque une des réussites du capitalisme néolibéral, ce serait de créer une forme d'aliénation des salariés dans la joie. Alors, par exemple, si on tutoie son patron, on crée des comités waouh, il y a des chefs de service fun. Est-ce que finalement, les néolibéraux auraient tout compris avant les autres de Spinoza et de la théorie des affects de Spinoza? Alors moi, j'ai toujours cru que les grands libéraux étaient des marxistes à l'état pratique, pour commencer, des grands stratèges, et que, en l'occurrence, ils sont spinoziens sans le savoir. Mais ceci dit, je veux dire qu'il y a dans le capitalisme plein de petits opérateurs spinoziens sans le savoir, mais ça on le sait depuis très très longtemps. Par exemple, prenez des choses ou des pratiques qui sont curieusement tout à fait ignorées par les économistes distingués, parce que c'est des petits objets, c'est pas noble, vous voyez, c'est pas comme ça n'a pas le charme grandiose de la théorie de la croissance ou des trucs comme ça. Je veux parler de la publicité, le marketing, des choses comme ça. Qu'est-ce que c'est ces choses-là, sinon des mises en œuvre de théories indigènes des passions? Je veux dire, c'est des entreprises de manipulation affective, hein, la publicité et le marketing, on sait ça très très bien. Il y a d'ailleurs, je ne sais plus quelle descendante de Freud, qui avait livré les services de la psychanalyse à des entreprises publicitaires, qui était probablement la première dans le genre. Bon, alors cette histoire de manipulation des hommes par les passions, c'est en train de gagner les pratiques de ce qu'on appelle les ressources humaines, c'est-à-dire la façon dont on conduit les individus dans le salariat. Et en effet, le capitalisme a toujours été chargé d'affect, je veux dire, en dépit de toutes les dénégations des économistes. Hein. Mais là, ça commence à se voir vraiment de manière très très claire. Et précisément parce que, en effet, la spécificité du capitalisme néolibéral, me semble-t-il, c'est qu'il veut faire marcher les salariés à la joie. C'est ça sa grande ambition. Évidemment, contradictoirement avec des pratiques qui, par ailleurs, ne cessent de maltraiter les salariés au dernier degré. Mais ça, je veux dire, le sens de la non-contradiction n'a jamais été le fort du capitalisme, qui, en l'espèce, voudrait en effet réjouir les salariés et, comme dit Spinoza, les conduire comme s'ils étaient gouvernés par leurs propres désirs. C'est ça l'idéal néolibéral du capitalisme présent. Finalement, c'est que vous vous rendiez au travail non pas pour gagner de l'argent qui vous permet de croûter, non pas pour gagner de l'argent qui vous permet de vous acheter des Nike, mais parce que le travail, c'est la vie. Et que la joie dans la vie, c'est la joie au travail. Et c'est tout. Alors ça, c'est le comble du capitalisme qui aurait réussi. Et à côté de vous, Laurent Sexier qui est tout sourire en train de vous écouter. Oui, non, mais je suis assez fasciné. Et puis être gouverné par ses désirs, c'est un vaste sujet. Une question pour comprendre cette position, une question dans votre parcours, Frédéric Lordon. Vous rejoignez l'école de la régulation d'inspiration marxiste à la fin des années 80, en période creuse, on le sait pour ces théories. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce courant, on va dire, hétérodoxe et surtout très minoritaire? Là, il y a une transition personnelle qui s'effectue à ce moment-là, dont les détails ne sont pas très intéressants, mais je crois que j'entreprends de bifurquer après avoir été un ingénieur, enfin après avoir fait des études d'ingénieur, etc., de bifurquer vers la science économique en arrivant dans cette bifurcation avec une intention politique réelle. C'est-à-dire, si vous voulez très simplement parlant, l'idée c'est je veux comprendre la société avec une perspective critique, et il me semble que la société contemporaine étant essentiellement, enfin principalement une société économique, une société dominée par les logiques et les rapports économiques, il faut faire de l'économie parce que c'est là que ça se passe. Bon, mais n'importe quelle science économique
économique ne convient pas à cette entreprise. Donc je cherche la science économique ou la partie de la science économique qui a ce point de vue critique et qui a nécessairement un point de vue interdisciplinaire dans ces conditions, c'est-à-dire qui accepte de faire travailler ensemble la sociologie, la science politique, l'histoire, etc. Et alors sur le marché des théories économiques, il n'y en a pas BESEF. Donc il se trouve que je ne savais pas exactement ce que je voulais, je n'aurais pas su le définir à l'époque, mais j'ai su le reconnaître en situation. Et arrivant au séminaire de Robert Boyer, qui était mon directeur de thèse et qui est l'un des fondateurs de la théorie de la régulation, j'ai dit « Ah, c'est ça que je veux faire ».